Bien, bonsoir à tous. On va donc démarrer notre petit conseil. Je vais commencer par faire l'appel. Laurent Delaunay présent. Brigitte Nabé-Girard absente, excusée. Madonné, pouvoir. Thierry Dubreuil présent. Delphine Florarat. Merci. Gilles Bouey. Audrey Combier. Joël Massy. Audrey Gaborio-Nafrichou. Gilles Pruvot. Présent. Chantal Caro. Maryse Boucher. Philippe Girard. Anne-Marie Sarrazin. Serge Flao. Thierry Diremer. Régis Semerio. Karine Largouet. Arnaud Gann. Philippe Brard. Marilyn Guiriec. Caroline Glise. Virginie Vidorita. Clément Mézergue. André Vessière. Aline Fontaine. Sophie Carrère. Frédéric Malville. Marc Boisseau et Ludivine Grasse-Piquer. Bien, je vous remercie. La séance est donc ouverte. Je désigne Clément Mézergue comme secrétaire de séance. Avec ton accord, Clément, merci. D'abord, petite question au sujet de l'approbation des procès-verbaux du 18 septembre 2020 et du 25 novembre dernier. Y a-t-il des objections ? Très bien, les procès-verbaux sont donc approuvés. Je vais faire circuler 2 registres, s'il vous plaît, que je vais vous demander de bien vouloir signer pour ceux qui étaient là. D'abord, un registre des délibérations et ensuite un registre des procès-verbaux. Ça circule. Merci, Karine. Question inscrite à l'ordre du jour. Donc, on démarre par une thématique qui nous est chère, relative à la participation citoyenne. Autant pour moi, merci, chère Audrey Combier, adjointe aux affaires juridiques, qui me rappelle que l'on doit voter le huis clos. C'est tout à fait exact. Merci de me le rappeler, Audrey. Pour des questions sanitaires, donc pour des questions de sécurité sanitaire, nous sommes contraints ce soir de voter le huis clos pour cette séance du Conseil. Je passe donc au vote le principe du huis clos. Y a-t-il des abstentions, des voix contre ? Donc le huis clos est voté à l'unanimité. Merci de l'inscrire au procès-verbal. Merci beaucoup, Audrey, de ce rappel réglementaire. Question donc inscrite à l'ordre du jour. Je disais une thématique qui nous est chère, la participation citoyenne. On va présenter ce soir au Conseil différentes délibérations qui visent à impliquer davantage les Isonnaises et les Isonnais dans la vie de la municipalité. On va donc créer plusieurs institutions, plusieurs organes de démocratie participative, selon un vocable à la mode. Audrey Gaborio-Nafrichou est rapporteure sur ces sujets en tant qu'adjointe déléguée à la participation citoyenne. Je précise évidemment que, compte tenu du contexte sanitaire, tout ce qui sera mis en place ce soir, évidemment, ne sera pas forcément mis en œuvre dans les semaines qui viennent. Tout dépend de l'évolution du contexte. Je précise également, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, parce que les mauvaises langues nous en font le reproche, que cette participation citoyenne n'a pas pu être mise en œuvre jusqu'à présent, toujours pour des raisons sanitaires qui, à titre personnel, me paraissent évidentes. Il est impossible, en l'état, en tout cas du contexte sanitaire, de réunir des habitants, disons, dans une salle pour discuter de projets. Mais ceci étant, soyons optimistes et on espère bien que le contexte va évoluer favorablement d'ici l'été. Audrey, je te laisse tout de suite la parole. Donc, première question qui concerne la création de comités de quartier. Je t'en prie, Audrey, merci. Alors, par rapport au comité de quartier, nous avons décidé donc de mettre en place ces comités de quartier. Donc, nous avons établi une sectorisation des quartiers. On a tablé sur 10 quartiers
Alors pourquoi des comités de quartier? Donc c'est pour constituer un espace de dialogue avec les habitants, un espace pour permettre de formuler des propositions de la part des habitants et d'organiser aussi de la concertation. Et tout cela dans un but, c'est d'améliorer le bien vivre à Izon. Donc, comment on met en place ces différents comités de quartier, ces 10 comités de quartier? Donc, en se réunissant 2 fois par an. Donc, c'est ouvert à tous les habitants du quartier. Ce seront des réunions publiques où les habitants pourront faire remonter à la municipalité et vice-versa, la municipalité pourra faire redescendre des informations concernant la municipalité. L'animation, on a fait le choix de donner l'animation de chaque comité de quartier à un bureau qui sera constitué en fait de 4 citoyens sur candidature et 2 élus de la majorité et un élu de l'opposition. Donc, ce bureau aura en charge en fait d'organiser un petit peu donc les réunions de quartier, enfin les comités de quartier, et d'organiser aussi tout ce qui relève de la communication. Donc on aura un ordre du jour établi qui sera communiqué aux habitants des quartiers, et on aura également un compte-rendu. Donc, quand on va mettre en place ces comités de quartier, bon, bien évidemment, avec le contexte actuel, voilà, dès qu'on aura la possibilité de mettre en place ces comités de quartier, voilà, on le fera. Pour les 4, une petite précision, pour les 4 citoyens, ça sera sur candidature et avec un tirage au sort. Voilà globalement comment vont fonctionner les comités de quartier. Très bien, merci Audrey. Je précise que les comités de quartier et d'une manière générale les instances de démocratie participative ont vocation à compléter et à enrichir notre mandat, ont vocation à compléter et à enrichir la démocratie représentative, mais qu'en aucun cas, bien évidemment, ces comités ne pourront se substituer à ce que l'on fait. On a été élu par le peuple, disons, on en est fier, on porte notre mandat, on est en responsabilité. Simplement, il nous paraît utile de nous appuyer sur l'expertise des usagers, sur le vécu, le quotidien des usagers, pour remonter ou pour proposer ou pour amender, le cas échéant, des projets qu'on pourrait porter dans le cadre de notre mandat. On a divisé Izon, si je puis dire, en 10 quartiers. On a tenu à se caler autant que possible sur une dimension historique d'Izon, en s'inspirant grosso modo de ce qui était fait en s'inspirant des hameaux qui ont toujours existé à Izon. Je précise que dès les prochaines semaines seront invités à se constituer les comités de quartier qui concernent d'abord le secteur du hameau du Champ, chemin de la Vergne, Péfure. Pourquoi ? Parce qu'on a un projet de sécurisation routière sur cette partie d'Izon, entrée sud d'Izon, et qu'il nous paraît important d'aller consulter les habitants avant de démarrer les travaux. Si le contexte sanitaire nous le permet, on les verra en présentiel. Et si le contexte sanitaire nous empêche d'aller consulter en présentiel ces habitants du hameau du Champ et de ce secteur, on se débrouillera pour organiser des petites consultations sous forme de visioconférence dans la mesure du possible. On ira voir également très rapidement, on sollicitera également très rapidement les habitants du secteur Anglade, Palu-Ouest. Pourquoi ? Parce que là aussi, on a un projet de sécurisation qui concerne en partie la départementale et en partie l'allée d'Anglade pour les habitants de ce secteur d'Izon. Il y a une forte demande de leur part, demande parfaitement légitime de sécurisation. On avait prévu au budget 2020 des travaux sur cette partie d'Izon qu'on n'a pas pu réaliser en raison du Covid. Ils seront reportés en début d'année 2021, mais là aussi, avant d'aller démarrer ces travaux, on ira consulter ces riverains pour avoir un petit peu leur ressenti et leur point de vue. Et puis, on sollicitera également dans la foulée, cette fois-ci, les habitants du secteur entrée est d'Izon, du côté de Latte de Tassigny. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a une demande parfaitement légitime de leur part en matière de sécurisation routière.
On va lancer en 21 une étude sur cette partie d'Ison, quant à savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement, selon quelle modalité. Et comme je m'y suis engagé, comme on s'y est engagé auprès de ses habitants, auprès de ses riverains, on ira les consulter. Donc on va solliciter très rapidement ce futur comité de quartier. Y a-t-il des questions peut-être du côté de l'opposition ou du côté du reste de la majorité quant au fonctionnement de ces comités de quartier? Je précise aux Isonnais qui nous regardent ce soir que tout ceci a fait l'objet de débats en commission hier soir, que le projet initial a été amendé dans un esprit de consensus et qu'a priori, sur un sujet pareil, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Monsieur Malville, peut-être? Pas d'observation de votre côté? Personne? Madame Fontaine? Madame Fontaine. Merci, monsieur le maire. D'abord, Au Cœur d'Ison est ravi de votre démarche de création des comités de quartier. C'est quelque chose que nous avions largement porté aussi pendant la campagne. Et je vous remercie parce que effectivement le travail en commission lundi soir a été très fructueux et vous avez été très à l'écoute de nos propositions. Juste un tout petit point de détail. Dans la note de synthèse, il est fait état de 7 comités de quartier. Dans la charte, il y en a 10. C'est une coquille, en fait. C'était la première mouture, fruit d'une incompréhension, et la note de synthèse est partie un peu trop tôt. Et donc, en réalité, il s'agit de 10 comités de quartier. Ils sont listés, du reste, dans la charte, page 4 de la charte, avec le périmètre géographique sur la carte, disons, pour chacun d'eux. D'accord, je n'ai pas d'autres remarques. Merci. Très bien, je vais passer donc C'est OK, monsieur Malville? Je passe donc au vote la constitution de ces comités de quartier. Qui est contre cette création? Qui s'abstient? Très bien. Je passe donc à la deuxième délibération. Je vous remercie en tout cas pour la démocratie participative. Deuxième délibération donc, qui porte cette fois-ci, alors toujours sur la même thématique de participation citoyenne, mais qui concerne la création de commissions extra-municipales. Commissions extra-municipales qui ont pour objectif d'associer tous les habitants qui le souhaitent à la réflexion, à la concertation sur des projets structurants de la vie municipale. Et ces instances ont vocation à permettre d'abord aux habitants d'être informés sur notre projet, d'entretenir un dialogue avec ce conseil, avec les élus de ce conseil municipal, de faire des propositions, d'émettre des avis, autrement dit de s'emparer de la chose publique. Et on a beaucoup insisté depuis des mois sur la nécessité absolue, en tout cas de notre point de vue, de faire en sorte que les Isonnais s'emparent de la chose publique pour qu'on puisse discuter. Audrey Gabriel-Nafrichou, chère Audrey, je te laisse à nouveau la parole, s'il te plaît. Donc, pour compléter ce que tu disais, Laurent, donc c'est vraiment le but de ces commissions, c'est d'intégrer les Isonnais à la réflexion sur des projets structurants de la commune, de se concerter, de co-construire. Donc, nous avons établi trois commissions. Donc, une sur la révision du PLU, une autre sur la revitalisation du centre-bourg, et une autre sur la valorisation du patrimoine historique, culturel et environnemental. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces commissions, de ces commissions peuvent émerger des projets ou des initiatives locales, voilà, et des actions collectives. Voilà, il faut que ce soit un laboratoire d'idées, voilà, pour des projets locaux. Voilà, c'est le but de ces commissions. Donc ces commissions seront composées de 20 personnes, de 20 personnes maximum, donc de 20 citoyens, donc, qui seront tirés au sort. Voilà, l'animation de ces commissions sera prise en charge par les élus référents. Et il pourra y avoir des interactions entre les commissions et le conseil municipal. Voilà. S'il y a des interrogations, s'il y a des regroupements avec certains projets, voilà, on pourra interagir avec le conseil.
Bien, merci Audrey. Je précise que les 3 premières commissions extramunicipales sont relatives à 3 sujets très importants pour l'avenir d'Ison, et il y a urgence. D'abord, s'agissant de la révision du PLU, du plan local d'urbanisme, la procédure a été lancée, un cahier des charges a été rédigé. On s'apprête à sélectionner le bureau d'études qui va nous accompagner pour cette révision du PLU. C'est une procédure qui va être relativement longue. On essaiera d'aller aussi vite que possible. Mais il est évident que cette révision du PLU va occuper une grande partie de notre mandat. Je précise que parce que la question a été soulevée en commission par Aline Fontaine, sauf erreur de ma part, je précise que cette commission extra-municipale révision du PLU n'a pas vocation à se substituer aux organes qui doivent nécessairement être consultés dans le cadre d'une révision du PLU tel que le prévoit le Code de l'urbanisme. Ça va être quelque chose d'à côté. Donc ce n'est pas forcément le lieu où il faut venir revendiquer le changement de zonage de sa parcelle. C'est davantage un lieu sur lequel on réfléchira sur ce que peut être Ison à une échelle de 20-30 ans, ce que devrait devenir Ison idéalement à une échelle de 20-30 ans. Donc un maximum de prospective de la manière la plus transparente possible, en expliquant très clairement aux habitants quelles sont les contraintes qui pèsent sur Ison, quelles sont nos marges de manœuvre, et quels sont les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer de manière concertée pour améliorer le cadre de vie tout en répondant à nos différentes obligations et à la pression démographique qui inévitablement s'exerce sur notre commune. Donc j'espère sincèrement que cette commission extra-municipale sera un petit laboratoire d'idées dans le respect de tout un chacun, dans le meilleur état d'esprit possible. Et je compte sur les Isonnais pour venir animer cette commission extra-municipale. Deuxième commission extra-municipale qui concerne la revitalisation du centre-bourg. Là aussi, c'est une idée qu'on a apportée. Il me semble du reste qu'au cours de la dernière campagne, tout le monde a insisté, y compris du côté d'Aucœur d'Ison, sur la nécessité absolue de revitaliser enfin le centre-bourg. Évidemment, c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire. On s'est engagé à consulter le plus tôt possible les Isonnais sur les moyens de parvenir à cette revitalisation et on peut raisonnablement espérer que 2021 donnera lieu aux premiers investissements structurants destinés à revitaliser ce centre-bourg. Il serait navrant qu'on n'y associe pas autant que possible les Isonnais. Donc là, on a quelques projets en tête qui seront débattus d'ici le mois de mars, d'ici l'adoption du budget primitif. Compte tenu du contexte sanitaire, ça pourrait être très compliqué de réunir cette commission extra-municipale en présentiel dans les semaines qui viennent. Mais une fois encore, on essaiera de se débrouiller via les nouvelles technologies pour essayer quand même d'animer cette commission dans les 3 mois qui viennent. Enfin, dernière commission extra-municipale, s'agissant de la valorisation du patrimoine historique, culturel et environnemental. Beaucoup d'Isonnais sont très attachés au patrimoine historique, culturel et environnemental. Il serait stupide, couillon de notre part, de ne pas s'appuyer sur ces passions isonnaises. Et donc, on va associer là aussi tous ces volontaires à un projet consistant à valoriser notre patrimoine, parce que notre patrimoine est remarquable. Il s'agit tout simplement de le faire vivre davantage. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, d'autres commissions extra-municipales ont vocation à être créées sur proposition des élus, sur proposition des administrés eux-mêmes ou au gré des problématiques qui vont se présenter au cours de notre mandat. Y a-t-il des questions peut-être du côté d'Aucœur d'Ison? Monsieur Malville, je me tourne vers vous. Juste peut-être préciser pourquoi il n'y a pas une commission extra-municipale animation de la ville. Alors, s'agissant, tout à fait, merci de me poser cette question, Monsieur Malville. On a proposé au cours de notre campagne de créer un comité des fêtes pour assurer l'animation de la ville. Et donc, on va tenir nos engagements. On va constituer un comité des fêtes. Et ce sera l'objet du comité des fêtes que de se charger de cogiter sur l'animation de la ville sous la houlette de Gilles Boye, entre autres, sous la houlette exceptionnelle et charmante de Gilles Boye, tout en affection. Donc voilà, il y aura donc un comité des fêtes. Vous m'avez également interrogé sur le fait qu'on ne créait pas de commission extra-municipale s'agissant de la mission éducative, de la vie éducative, et je vous ai là aussi répondu que, conformément à nos engagements, on va consulter les représentants des parents d'élèves dans le cadre de la commission qui porte sur la vie éducative, sous la houlette charmante de Delphine Flora.
Et donc, dès les premières semaines, les représentants des parents d'élèves seront conviés à cette commission éducation pour qu'on discute à la fois de nos orientations budgétaires sur 21. On souhaite les associer à ce qu'on souhaiterait faire, en tout cas, on souhaite les entendre, les associer sur la construction du budget dédié à l'école et au périscolaire pour 2021. Ils seront également associés sur la réorganisation de l'école. Et comme énoncé il y a quelques mois, on envisage également à long terme, à moyen long terme, de restructurer totalement le groupe scolaire ou de créer un autre groupe scolaire ailleurs sur Izon. Et là aussi, ils seront associés de près puisqu'ils vont intégrer le comité de pilotage qui va être construit dans les semaines qui viennent, si tout se passe bien, pour réfléchir sur le devenir de l'école d'Izon. Bien évidemment, M. Malville, vous serez tous associés à ce comité de pilotage. Nous serons tous associés à ce comité de pilotage. Y a-t-il des questions, d'autres questions peut-être sur les commissions extra-municipales ? C'est OK, très bien. Je passe donc au vote la constitution de ces commissions extra-municipales. Qui est contre ? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Troisième délibération, troisième question inscrite à l'ordre du jour, cette fois-ci concernant la création d'autres instances de participation citoyenne, à savoir un conseil municipal des enfants, un conseil municipal des jeunes et enfin, le meilleur pour la fin, un conseil des sages. Audrey, je te laisse la parole pour présenter ces trois institutions. Donc, ces trois institutions viennent compléter l'organe de démocratie participative. Voilà, le but est de promouvoir la démocratie locale, de compléter la démocratie locale et ainsi de contribuer à la vie citoyenne pour les plus jeunes et les enfants, mais également renforcer le lien intergénérationnel avec le Conseil des sages. Donc globalement, pour essayer de faire simple, le conseil des jeunes, des enfants sera composé de 20 membres, ainsi que le conseil des jeunes qui sera sur candidature et le conseil des sages également sur candidature. Bien, merci Audrey. Je précise que je démarre d'abord par le conseil municipal des enfants, j'y reviens 2 minutes. 2 petites précisions. D'abord sur le principe, il est important que l'apprentissage de la démocratie intervienne le plus tôt possible dans la vie de toute personne, en complément de ce qu'il peut recevoir chez lui. Et donc il nous paraissait important d'investir, si je puis dire, ce conseil municipal des enfants. Et évidemment, et c'est valable pour tous les organes qui sont créés ce soir, il est bien évident que ça va demander de chacun d'entre nous élus beaucoup d'investissements. L'expérience passée prouve que tenir un conseil municipal des enfants à l'échelle d'un mandat, c'est pas simple. Sous le mandat précédent, ça avait peut-être tenu 3 ans, je le dis de mémoire, et puis après, faute de bonne volonté, et je n'en fais grief à personne, c'était un petit peu tombé à l'eau. Là, on s'aventure sur quelque chose quand même d'assez ambitieux, puisqu'on met en place non seulement un conseil municipal des enfants, mais également un conseil municipal des jeunes, des sages, et puis d'autres institutions de démocratie participative. Donc ça va demander de chacun d'entre nous, et de chaque isonné en général, beaucoup d'investissements. S'agissant du conseil municipal des enfants, quelques coquilles, si je puis dire, ou voilà, je dirais qu'il s'agit de coquilles, se sont introduites dans le projet que vous avez sur table, que vous avez reçu hier soir peut-être, ou ce matin, avant-hier soir. Petite coquille, d'abord, je précise que c'est pour le conseil municipal des enfants, c'est 20 enfants maximum par conseil municipal des enfants, donc 20 enfants maximum. Sont éligibles et électeurs des enfants de CM1. Alors d'abord, sont éligibles électeurs des enfants de CM1 et de CM2, mais pour des mandats qui durent entre 2 et 3 ans. Ça nous paraissait important que les enfants puissent s'inscrire dans la durée pour pouvoir accompagner des projets jusqu'au bout et pas se contenter de faire une année scolaire, parce qu'on ne fait pas grand-chose sur une année scolaire. Ça veut dire qu'on va démarrer petit, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que la première année, il y aura seulement 4 élèves de CM1, 4 élèves de CM2 qui vont intégrer le conseil municipal des enfants. Et je le précise tout de suite, l'année 21 risque d'être compliquée, toujours en raison du contexte sanitaire. Mais l'idée qu'on a, c'est, si le contexte sanitaire le permet et si les élections départementales et régionales sont maintenues en juin 21,
L'idée, ce serait d'organiser l'élection du Conseil des enfants le même jour, le même dimanche que les élections départementales et régionales, de telle sorte que les gamins puissent accompagner leurs enfants ou réciproquement. Symboliquement, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait d'ailleurs peut-être inciter certains adultes à venir voter si d'aventure ils comptaient ne pas s'investir dans cette élection. Donc symboliquement, ça nous paraissait pas mal. Évidemment, rien n'est moins sûr. On ne sait pas si ces élections auront lieu en juin. Mais enfin, si c'est le cas, ça veut dire que cette année, juin, on sera en fin d'année scolaire, je sais, mais 4 élèves de CM1 et 4 élèves de CM2 vont intégrer le conseil municipal des enfants. Ces élèves de CM1 et de CM2, parce que leur mandat va durer entre 2 et 3 ans, auront vocation à rester dans le conseil municipal en 2022, sur l'année 21-22. Et donc, dès l'année 2021-2022, on passerait donc à 16 enfants au sein du conseil municipal. Il y aurait 4 CM1, 8 CM2 et 4 6e. Et sur l'année 2023, il y aurait toujours 4 CM1, 8 CM2 et 8 6e. Et donc, on serait à une vingtaine d'enfants sur un mandat entre 2 et 3 ans, ce qui peut permettre de faire vivre cette institution sur la durée. Ça nous paraissait plutôt intéressant de le voir ainsi. Donc, dans la version définitive qui sera, que je soumets au vote ce soir, comptez 20 élèves maximum. L'élection nouvelle de 4 enfants de CM1 et de 4 enfants de CM2 a lieu tous les ans. Tous les ans, on organise des élections. Et c'est à peu près. Et il faut supprimer la première année et à partir de la deuxième année dans la version qui vous a été proposée. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être sur le conseil municipal des enfants ? Puisque vous allez réécrire l'article 1 sur la composition, j'ai bien compris, en précisant donc les... Oui, donc puisque vous allez réécrire l'article 1 relatif à la composition du conseil municipal des enfants, est-ce qu'il est possible, je vois que vous avez marqué, en tenant compte des propositions qu'on avait faites lundi soir, et je vous en remercie, que donc ce sont des élèves, mais vous ne définissez pas que ce sont des enfants habitant à Ison. Est-ce que c'est possible de le rajouter, s'il vous plaît? Oui, on rajoutera. Merci. On rajoutera donc... si j'ai bien compris votre proposition, préciser qu'il s'agit d'élèves de CM1 et de CM2 qui habitent à Ison, c'est ça? Oui, d'enfants habitant à Ison, élèves de CM1 et CM2. Tout à fait, oui. Okay, donc on va rajouter d'enfants habitant à Ison, d'élèves habitant à Ison, pas de problème. Juste pour revenir sur la composition. La première année, on est à 8 élèves. Deuxième année, on en rajoute 8. Et c'est la troisième année où ils seront 20, c'est ça? Tout à fait. Et donc 20, en fait, ce sera ensuite, sur les années qui suivent, on sera systématiquement à 20. Et donc ça veut dire on fait réélire les CM1 tous les ans? On fait réélire les CM1 et les CM2 tous les ans. Il y a 4 CM1 et 4 CM2 qui intègrent le conseil municipal. Donc tous les ans, on organise des élections de CM1 et de CM2. Ok, ça y est, maintenant je viens de comprendre. C'est un renouvellement par moitié. En fait, on s'inspire du Sénat en mieux, en plus frais. Oui, en beaucoup plus jeune. J'ai dit en plus frais, Monsieur Malville. Je passe cette première création au vote. On aborde ensuite les autres. Conseil municipal des enfants, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Très bien, je vous remercie pour les enfants et pour les zonés en général. S'agissant du conseil municipal des jeunes, donc, y a-t-il des questions d'abord? C'est OK pour le conseil municipal des jeunes, qui est ouvert, rappelle-moi, aux élèves donc de 5e, grosso modo, de la 5e ou de 5e de 12 à 18 ans. 12 à 18. C'est ça, c'est 12-18 la fourchette, très large. Et puis potentiellement, Madame Fontaine nous l'a signalé en commission lundi, potentiellement quelqu'un qui serait élu au sein du conseil municipal des jeunes l'année de ses 18 ans pourrait y rester jusqu'à ses 22-23 ans. Voilà. Enfin, après, je ne suis pas certain que ça l'intéresse, mais en tout cas,
C'est possible. On envisage également, j'en parle maintenant, ça ne fait pas l'objet de la délibération de ce soir, mais on envisage également de favoriser la constitution d'une junior association dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Et donc potentiellement ceux qui sont plus vers les 18 ans que vers les 12 ans auraient également vocation à intégrer cette junior association pour entreprendre une activité associative et mettre en œuvre des projets en étant accompagnés, le cas échéant, par des élus, par des experts, par des habitants ou que sais-je, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Y a-t-il donc des abstentions sur ce Conseil des jeunes? Des voix contre? Tout le monde est d'accord? C'est parfait, je vous remercie. Enfin, s'agissant du Conseil des sages, rebelote, je passe la constitution de ce Conseil des sages au vote, à moins qu'il y ait des questions. C'est OK pour tout le monde sur le Conseil des sages? Pas de questions? C'est à peu près clair? Conseil des sages, on aurait pu dire Conseil des anciens, parce que les anciens ne sont pas toujours sages. Heureusement, d'ailleurs. Conseil des sages, M. Malville? Juste, si vous commencez à dire les anciens à 60 ans, il y a des gens autour de cette table qui apprécient peu parce qu'ils vont arriver bientôt à 60 ans. Donc, allez-y doucement. Vous avez parfaitement raison, mais je le disais avec évidemment beaucoup de respect. Autant pour moi, excusez-moi. Conseil des sages, donc y a-t-il des voix contre, des abstentions? Bien, donc à nouveau l'unanimité au sujet de la création de ce Conseil des sages. Je vous remercie. Autre question inscrite à l'ordre du jour au sujet de 2 jumelages avec une ville espagnole et une ville allemande, projet qui nous tient à cœur. Porté de main de maître par Gilles Pruvot et Virginie Vidoretta. Je laisse Gilles Pruvot attaquer, si j'ai bien compris, pour la partie allemande et Virginie Vidoretta enchaîner ensuite sur la partie espagnole. Je t'en prie, cher Gilles. Alors, cher conseil municipal, nous vous proposons aujourd'hui de délibérer sur un projet qui va à contre-courant d'un mouvement un peu tristement exceptionnel que nous vivons. Nous souhaiterions proposer aux Isonnais de se projeter vers l'extérieur, vers l'autre, vers la différence, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes de notre commune. Nous aimerions qu'Ison contracte des jumelages avec une ville allemande et une ville espagnole. Alors, nous ne perdons pas de vue non plus qu'un jumelage avec une ville de langue anglaise serait un plus, et même voire idéal. Malheureusement, pour le moment, les relations avec la Grande-Bretagne, avec le Brexit, plus le fait que de leur côté, il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes, font que les choses sont assez compliquées. Dans notre idéal, nous avons en ligne de mire l'Irlande. Mais en Irlande, en ce moment, les choses sont aussi malheureusement un peu bloquées, mais ça reste à l'étude. Pour nous, l'Europe doit se vivre et être acceptée et paraître indispensable aux yeux de tous. Participer à un jumelage, c'est vivre l'Europe, rencontrer la différence culturelle, mais aussi partager des valeurs communes de notre histoire européenne. Mais un jumelage, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça implique? L'idée de jumelage n'est pas neuve. On la trouve déjà même au Moyen-Âge. Vous en serez peut-être surpris, mais effectivement, par exemple, Le Mans a été jumelé en l'an 800 avec Paderborn, en Allemagne. Ceci dit, ces jumelages avaient des buts purement économiques. Il y avait aussi des jumelages à l'intérieur d'un même pays, aussi pour des raisons économiques. Maintenant, plus proche de nous, en 1963, Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer ont signé un traité important, qui est le traité de l'Élysée. Et dans différents articles, ce traité de l'Élysée stipulait la création de l'OFAGE, qui est l'Office franco-allemand de la jeunesse, avec un bureau à Berlin et un bureau à Paris, et aussi l'idée de jumelage dans le but de cette fameuse réconciliation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui en France, vous avez avant tout beaucoup de villes qui sont jumelées avec des villes allemandes. Après, bien entendu, ça s'est étalé à l'ensemble de l'Europe, voire au monde entier. Cette relation a pour but de pratiquer des échanges socio-culturels, ce qui permet de favoriser les rapprochements entre plusieurs cultures. Il peut aussi aboutir à des échanges économiques entre
les entreprises des deux villes jumelées. Ça s'est déjà vu. La plupart de ces relations se concrétisent par des participations réciproques à des manifestations culturelles, sportives et des échanges réguliers entre les associations des deux villes. C'est l'occasion de découvrir pour les jeunes de nouvelles cultures, pratiquer une langue et pourquoi pas se faire de nouveaux amis. Ces jumelages s'articulent le plus souvent autour d'un comité de jumelage qui travaille en lien avec la municipalité, qui facilite l'établissement des liens et planifie les rencontres. Au cours de chaque échange, le gîte et le couvert sont assurés par les familles qui acceptent de recevoir les gens qui participent à ces rencontres. Il reste donc finalement que les frais de voyage à payer. Pour cela, il existe des subventions qu'on peut trouver auprès de Bruxelles, auprès de la région, auprès de l'Office franco-allemand de la jeunesse dont j'ai parlé, et même auprès d'Erasmus et de son programme. Maintenant, pour qu'un jumelage reste actif, il faut considérer quelques points très importants. D'abord, une volonté réciproque de part et d'autre pour faire vivre le jumelage. Ça, c'est un point essentiel, parce que sinon, le jumelage, il reste sur le papier et il meurt et il périclite très rapidement, au bout de quelques mois, quelques années parfois. Il faudra donc à Izon constituer un comité de jumelage, une équipe de bénévoles pour s'occuper de ces jumelages. Nous sommes donc aujourd'hui ouverts à toute personne qui serait intéressée par ce projet. N'hésitez surtout pas à nous contacter et que l'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre ça en route. Ça s'adresse aussi bien sûr aux communes limitrophes d'Izon. Pourquoi ? Parce que tout simplement nous n'avons pas de collège ni de lycée. Et nos jeunes étudient les langues ailleurs qu'à Izon. Entre autres à Saint-Loubès, peut-être Vers ou Arvers. Il est important aussi de se jumeler avec des villes de taille similaire et qui restent effectivement à une portée, à une distance qui ne soit pas trop lointaine, parce que cela entraînerait des coûts trop importants et personne ne pourrait rendre visite à personne. Dans un premier temps, nous souhaitons donc développer un jumelage avec la ville espagnole de Cervera del Río Alhama, dans la province de La Rioja, qui est aussi une province viticole comme la nôtre, et la ville de Dimmelstadt, dans le nord de la Hesse, en Allemagne. Quelques mots sur ces deux villes. Dimmelstadt est située dans le land de la Hesse. C'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais la région de la Hesse en Allemagne est déjà jumelée avec la Gironde, ce qui nous permettrait aussi d'avoir éventuellement des subventions supplémentaires de la part du comité régional de la Gironde. Dimmelstadt est constituée de 9 quartiers différents, compte environ 5500 habitants. Elle est située, comme je vous l'ai dit, dans le nord de la Hesse, non loin de Paderborn et Kassel, pour ceux qui connaissent un peu la géographie allemande, et à 100 km à l'est de Dortmund, pour ceux qui aiment un peu le foot. Ça leur dira peut-être quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'associations, football, handball, pêche, équitation, beaucoup d'équitation, musique, chorale, des piscines, un collège, un lycée, et un très grand lac à quelques kilomètres. Maintenant, pour ce qui est de l'Espagne, je préfère laisser la parole à Virginie Vidoreta, qui s'est occupée de cette partie du jumelage. Si je parle anglais et allemand, je ne pratique pas l'espagnol. Mais ce n'est pas le cas de Virginie, qui s'est très bien débrouillée. Alors, merci Gilles. Donc, moi, je vais vous parler de la partie espagnole. Donc, on a demandé à une ville qui s'appelle Cervera del Río Alhama, qui se trouve dans la Rioja. La Rioja, c'est une région qui est en dessous du Pays basque espagnol. Cervera est un tout petit village. En tout cas, il a 2300 habitants. Il est à 100 km de Logroño, pour ceux qui savent, ou 100 km de Pampelune. C'est un petit village espagnol, mais les villages espagnols, normalement, ils sont beaucoup plus dynamiques des fois que des grands villages français. Cervera a 6 quartiers. Il a un passé historique important, des vestiges médiévaux datant de l'époque musulmane. Il a un pont du XVIIe siècle, des aqueducs. C'est une ville très dynamique au niveau des associations. Il y a du futsal, du tennis, de la gym, du basket et une piscine aussi. Il a aussi beaucoup d'attraits culturels. Il y a un chemin botanique aussi au travers de la nature pour visiter la ville.
C'est une ville un peu pittoresque, comme les villes de la Rioja, c'est-à-dire qu'elles sont sur un piton et le centre-ville, le village est autour d'un centre-ville, autour d'une église. En fait, on n'a rien autour et tout d'un coup, on arrive dans un village qui surplombe en fait une grande plaine. Donc, comme l'a dit Gilles, c'est une zone viticole, la Rioja. C'est aussi une zone c'est un village qui a une tradition industrielle d'espadrilles. Donc, ils fabriquent des espadrilles faites en Espagne, dans le village. Alors, pourquoi avoir choisi Cervera, ce petit village espagnol ? Peut-être parce que mon nom là-bas est un peu répandu et que ça a été plus facile de créer des liens pour donner notre envie de faire un jumelage avec un pays en France, enfin une ville en France. Donc voilà. Pourquoi nous vous proposons de nous jumeler avec une ville espagnole et celle-là, en tout cas. Je voulais juste rajouter quelque chose de ce qu'a dit Gilles. C'est qu'en effet, se jumeler, ça permet plein de perspectives culturelles, économiques, sociales et artistiques. Mais c'est aussi créer un projet qui peut unir tous les Isonnais de tout âge autour d'un même projet. Il y a plein de personnes sur Ison qui ont des origines espagnoles ou ibériques en tout cas. Et pour les jeunes, c'est un avantage culturel et d'apprendre une nouvelle langue et de s'ouvrir sur une autre façon de vivre. Mais pour les anciens aussi, je pense que ça peut être bien aussi de vivre des choses et de comprendre que notre histoire aussi, en tout cas en Gironde, elle est liée aussi à l'histoire ibérique. Voilà. Très bien, je vous remercie tous les deux du travail accompli et de l'idée remarquable au départ et remarquablement portée ensuite. Je soumets donc au vote deux délibérations distinctes. La première donc portant sur la création d'un jumelage avec Cervera en Espagne, zone viticole qui plus est. Y a-t-il, c'est important, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, je vous remercie. Unanimité donc pour ce jumelage. Je salue ma collègue et camarade espagnole et je ne sais pas comment on le dit en espagnol, mais je l'embrasse très fort. Et je soumets donc au vote une deuxième délib au sujet cette fois-ci de la création d'un jumelage avec Dimmelstadt en Allemagne. Je soumets donc ça au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Et donc, dès que le contexte le permettra, on recevra nos amis espagnols et allemands. Et j'espère bien qu'on fera la fête pour fêter ce jumelage très bientôt. Merci beaucoup. Autre question inscrite à l'ordre du jour, quelque chose d'un peu plus technique, si je puis dire. Au sujet donc d'une demande de subvention auprès de l'État au titre de la DETR. Donc DETR, c'est l'acronyme de dotation d'équipement des territoires ruraux, puisqu'ils ont la chance d'être éligibles à cette dotation. Il faut qu'on en discute aujourd'hui. Alors j'aurais préféré très sincèrement qu'on le fasse en étant un peu moins pressé, mais les contraintes de calendrier de l'État font que on est obligé en tout cas de soumettre au vote cette demande de subvention auprès de l'État ce soir. Deux projets d'investissement sont concernés par cette demande de dotation. Premier projet, l'extension du périmètre de vidéoprotection, une nouvelle extension du périmètre de vidéoprotection. Dépenses estimées 31 000 € hors taxes. On espère 25% de dotation de la part de l'État. Et le deuxième projet d'investissement sur l'année 2021, mais qui récupère en partie quelques éléments qui avaient déjà été votés dans le cadre du budget primitif 2020, concerne cette fois-ci des travaux d'aménagement du groupe scolaire pour un montant total, investissement pour un montant total de 176 000 € hors taxes. Et là aussi, on espère 35%, un peu plus, de la part de l'État, soit 61 000 € de subventions espérées. Évidemment, maintenant, il faut croiser les doigts pour que l'État retiennent notre dossier, nous accordent ces subventions. Et on aura l'occasion, donc, s'agissant des travaux d'aménagement du groupe scolaire, on aura l'occasion d'en discuter dans les prochains jours, prochaines semaines. Jeudi prochain, donc, je vous l'annonce, jeudi prochain, la commission vie éducative se réunira et seront conviés à cette réunion pour
débattent du budget éducation, seront conviés à cette réunion les représentants des parents d'élèves. Et on pourra donc leur exposer quels sont nos souhaits et quels sont nos projets qu'ils pourront bien évidemment amender. Voilà. Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention auprès de l'État? Des abstentions? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Dernière délibération à l'ordre du jour, cette fois-ci s'agissant de l'APCP, autorisation de programme et crédit de paiement pour des travaux à la salle de vie associative. Pour faire court, en 2020, on avait budgété les travaux dans la salle de vie associative au gymnase, à la salle polyvalente. Ces travaux, pour des raisons évidentes, n'ont pas pu avoir lieu et auraient été du reste totalement inutiles. Ces travaux seront donc réalisés en 2021. On avait envisagé au départ de constituer une percée, si je puis dire, entre la salle de vie associative et le gymnase et la salle de sport. Cette percée, cette ouverture dans le mur, pour des questions budgétaires, n'est pas possible. Ça coûterait beaucoup trop cher de le faire. On s'en doutait, mais on n'en avait pas la certitude. Désormais, on en a la certitude. Ça veut dire qu'on va revoir le projet à la baisse. On ne va pas investir ce qui était prévu au départ dans ces travaux. Et surtout, on va les décaler sur 2021. Et donc, il était nécessaire qu'on modifie l'autorisation de programme en incluant l'année 2021. Ces travaux, j'espère, auront lieu au premier trimestre 2021 peut-être. On va grosso modo réaménager la salle de vie associative, on va en faire une cuisine et équiper la salle de telle sorte que la vie associative des 3 clubs, des 3 associations à qui il arrive d'occuper cette salle soit un peu plus dynamique. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette modification d'APCP? Monsieur Malville, tout a été vu en commission, on est d'accord? C'est parfait, merci beaucoup. Y a-t-il des voix contre cette modification d'APCP? Des abstentions? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. J'ai quelques informations, s'il vous plaît, à vous livrer avant qu'on se quitte, des informations plus ou moins importantes, mais certaines doivent être communiquées ce soir et d'autres méritent d'être communiquées ce soir. Première information d'abord, le contrat d'assurance qu'on avait avec la SMACL, contrat qui est arrivé à échéance, en principe qui est arrivé à échéance le 1er décembre, mais contrat qui n'a pas pu faire l'objet d'un nouvel appel d'offres pour des questions de contexte sanitaire là aussi. Ce contrat est prorogé de 6 mois. Autrement dit, au lieu d'arriver à échéance, c'est à peu près ça, je ne me trompe pas, un peu plus de 6 mois. Au lieu d'arriver à échéance le 1er décembre, non, c'est ça, on y est. La nouvelle échéance, c'est le 1er juillet, tout à fait. Donc 1er juillet 2021. Donc le contrat d'assurance en cours se poursuit jusqu'à juillet 2021. Ça nous laisse ce premier trimestre pour rédiger un nouveau cahier des charges, pour relancer, pour resoumettre à concurrence notre projet, ouvrir un nouveau marché conformément au code de la commande publique. Et donc, avec ces 6 mois de respiration, on va pouvoir travailler sur ce dossier de manière un peu plus sereine. Première information, donc, il était nécessaire que je vous communique ce soir. Deuxième information, des conventions de mise à disposition de 8 animateurs ont été conclues avec la CALI. C'est classique. Vous savez que la commune d'Ison est employeur à hauteur de 51% d'animateurs de la LSH. Et ces animateurs sont mis à disposition de la CALI pour animer la LSH à hauteur de 49% CALI, 51% commune d'Ison. Donc ces 8 conventions sont reconduites avec la CALI. Là aussi, c'est une information que je me devais de vous communiquer ce soir. Troisième information, un peu plus contentieuse. 2 actions en justice sont en cours. D'autres pointent. Enfin, 2 actions en justice, en tout cas, sont en cours. Une première action concerne le lotissement Les Places du Pin. Vous vous souvenez peut-être que... alors pour ceux qui étaient là sous le précédent mandat, vous devez connaître le sujet, j'imagine. Je l'avais évoqué devant vous lorsqu'on avait adopté le budget 2020, en vous disant que le docteur Estève avait rétrocédé 2000 m² de parcelles, je dis de mémoire, à la commune d'Ison pour un euro symbolique il y a quelques années. Cette cession du docteur Estève à la commune d'Ison a été contestée par les propriétaires, les copropriétaires de l'association syndicale Les Lotissements du Pin. Je pensais avoir trouvé un compromis avec eux lorsque, rappelez-vous, je m'étais engagé auprès d'eux à ce que l'on fasse nos premiers jardins partagés sur ces espaces verts.
Pourquoi ? Parce que la crainte de ses habitants, c'était, et c'est toujours très probablement, que la commune s'empare de ce foncier disponible pour y faire des logements. Et donc je m'étais engagé solennellement auprès d'eux, et on s'était ensemble engagé solennellement à l'unanimité. On s'était engagé à ce que l'on fasse nos premiers jardins partagés sur cet emplacement, qui d'un point de vue en termes d'aménagement urbain me paraissait idéal, qui aurait permis de faire une liaison entre Cassini et les lotissements Les Places du Pin, autour d'espaces verts, qui aurait permis, me semble-t-il, non seulement de créer des liens entre habitants sur un espace public, mais également de valoriser globalement le cadre de vie de tout un chacun. Je pensais l'affaire acquise dans la mesure où j'avais rencontré les membres du bureau du syndic de copropriétaires, et lorsqu'ils étaient sortis de mon bureau, j'avais cru comprendre qu'il y avait un consensus sur ce sujet. Évidemment, les membres du bureau ne sont que membres du bureau. C'est le conseil syndical qui est souverain. Les membres du bureau ont fait leur mandat, et donc ils ont consulté les riverains, les copropriétaires de l'association syndicale, et les copropriétaires ont voté contre ce projet. Et donc, par conséquent, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur contentieux contre la commune d'Izon, et contestent donc la cession qui était faite entre le docteur Estève et la commune d'Izon. Pour faire clair, ils soutiennent que la vente Estève-Izon est entachée de nullité, et ils soutiennent que le propriétaire de ces parcelles n'était plus le docteur Estève, mais le syndic de copropriété, dans la mesure où ils soutiennent qu'ils ont entretenu ce terrain, ce qui est vrai en partie seulement, me semble-t-il. Ils ont entretenu ce terrain, effectivement, pendant des années, et donc ils vont jusqu'au bout de leur contentieux, alors même que je trouvais que la voie du consensus était la meilleure. C'est leur choix, qui n'appelle pas de commentaires particuliers ce soir. Simplement, je devais faire état devant vous de ce contentieux. L'audience de mise en état a eu lieu le 12 janvier 2021. Je ne sais même pas s'il y a eu un nouveau report ou pas. Très sincèrement, je n'ai pas suivi de près le contentieux. Ce sera plaidé au fond dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et je vous tiendrai régulièrement informé de l'évolution de ce contentieux. Évidemment, en tant que maire, et c'est ce que j'ai expliqué aux membres du bureau, il ne serait pas conforme à l'intérêt des Izonnais que l'on consente à renoncer à cette propriété. L'intérêt général, me semble-t-il, commande qu'ils ont, dans la mesure où ils ont fait l'acquisition de ces parcelles, l'intérêt général des Izonnais, me semble-t-il, commande que l'on bataille, entre guillemets, pour conserver la propriété de ces parcelles. J'aurais préféré qu'on trouve un compromis, qu'on n'aille pas au contentieux, mais voilà, c'est leur choix. J'hérite aussi en partie d'une situation dont je ne suis pas totalement comptable, puisque quand on est arrivé il y a quelques mois, le contentieux était déjà initié, peut-être même qu'il avait déjà été en partie envenimé. J'ai essayé d'apaiser les choses. Bon, c'est un échec. Voilà, je ne sais pas dans quel sens évolueront les choses. J'espère dans un sens positif pour l'intérêt général. Je ne renonce pas à l'idée d'y faire des jardins partagés. Je pense que le lieu est idéal. En attendant, notre projet de jardin partagé, ça nous donne l'occasion de le ramener en quelque sorte potentiellement davantage à proximité du centre-bourg. On aura l'occasion d'en discuter tous ensemble en commission, y compris en commission extra-municipale. Mais voilà, je devais absolument vous faire état de ce contentieux qui est pendant. Y a-t-il des questions peut-être ? Parce que j'enchaîne les informations, mais n'hésitez pas à intervenir, Monsieur Malville ou vos représentants, si vous souhaitez m'interroger peut-être ou interroger le Conseil sur ce contentieux. C'est OK ? Très bien. Deuxième contentieux en cours, cette fois-ci, dans la fameuse affaire de l'antenne relais contre Bouygues. Souvenez-vous, on s'était quitté la dernière fois donc, sur l'arrêté de retrait, d'une part, et sur la motion qui était adoptée à l'unanimité du Conseil. Motion consistant à demander, pour faire court, aux opérateurs téléphoniques en général et à Bouygues Télécom en particulier, de calmer le jeu, et le but étant d'organiser un débat public entre les partisans et les opposants des antennes relais 5G sur Izon. J'ai obtenu un rendez-vous, je vous l'avais dit, je n'avais pas la date à l'époque, mais j'ai obtenu un rendez-vous donc, le 5 janvier, je le dis de mémoire, avec le sous-préfet de Libourne, le sous-préfet qui a eu la gentillesse de me recevoir avec le représentant de Bouygues. La réunion a duré une bonne heure et demie. C'était parfois un peu tendu. La position de l'État, en tout cas la position du sous-préfet, c'était d'essayer de calmer les choses. Et le sous-préfet a donc demandé à Bouygues d'organiser ce débat public de manière apaisée.
pour éviter d'envenimer les choses, donc de calmer le jeu pour faire court et de ne pas passer en force. Bouygues n'a pas pour l'instant tenu compte des souhaits émis à la fois par notre conseil municipal dans notre motion et des souhaits émis par monsieur le sous-préfet, monsieur Mekachera. Et Bouygues s'est donc engagé sur une voie contentieuse et a contesté l'arrêté que j'ai signé, j'ai plus la date, j'ai dû signer mi-novembre. Bouygues a contesté la légalité de cet acte juridique. L'affaire a été plaidée devant le tribunal administratif statuant en référé il y a une semaine, grosso modo. Et comme on le redoutait, le tribunal administratif statuant en référé a donné raison à Bouygues et a donc remis en question la légalité de l'arrêté que j'avais pris fin novembre. En référé, conclusion, on a perdu. On n'a pas tout à fait perdu sur toute la ligne. On a perdu sur le principe, mais Bouygues réclamait par ailleurs 5 000 €, la condamnation de la commune à 5 000 € de dommages et intérêts. Le juge administratif n'est pas allé jusque-là, puisque le juge administratif a considéré que sur le fond, je dis bien sur le fond, indépendamment des possibilités introduites par la loi Elan, sur le fond, le juge administratif a estimé que notre motivation tenait la route, qu'on avait des motifs légitimes donc, de s'opposer à la construction de cette antenne à cet endroit. Et donc, le juge administratif n'a pas fait suite à la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts à Bouygues. Donc, pour l'instant, on s'en sort plutôt proprement, si je puis dire. L'affaire est pendante. L'affaire sera plaidée au fond dans quelques mois. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est juste l'acte 1, si je puis dire. L'affaire est pendante au fond entre Bouygues et la commune, d'une part. Et par ailleurs, je dis bien d'autre part, j'invite fortement les riverains directement concernés et les isonnés d'une manière générale qui sont opposés à l'installation de cette antenne à cet endroit. Je les invite à exercer un recours contre l'installation de cette antenne. J'ai informé les riverains directement concernés dès le lendemain de l'ordonnance du juge des référés. Je leur ai expliqué quels étaient nos arguments. J'ai proposé de les rencontrer dans les jours qui viennent pour qu'on se cale un petit peu au niveau stratégique. Il est évident qu'à la fois les riverains et la commune plaideront dans le même sens devant le tribunal administratif lorsqu'il s'agira de débattre de ce sujet au fond. Donc on les accompagnera. J'ai demandé à notre avocat de se mettre en rapport avec l'avocat, le futur avocat des riverains, pour qu'ils puissent affiner leur stratégie et affiner leurs arguments. Et je maintiens que sur le fond, il nous reste une chance raisonnable d'obtenir gain de cause, je dis bien sur le fond. L'inconvénient, évidemment, c'est que ce recours sur le fond n'est pas suspensif, ce qui signifie qu'en l'état, Bouygues, s'il le souhaitait, pourrait passer en force et commencer à installer l'antenne, en courant le risque, évidemment, s'il devait perdre au fond plus tard, en courant le risque de devoir démonter leur antenne dans quelques mois, si d'aventure il devait perdre le contentieux au fond. J'ai appelé le représentant de Bouygues il y a quelques jours. Je lui ai demandé d'éviter de passer en force. Il ne s'y est pas engagé. Il me dit on discute. Il ne s'y est pas engagé. Il m'a demandé, grosso modo, si la commune était disposée à proposer un autre site alternatif à ce site en bas de la rue des Cabots, moins nocif notamment en matière d'impact environnemental, et puis moins nocif s'agissant de l'impact sur les riverains. Pour l'instant, je ne lui ai pas donné de réponse, ni sur le principe, évidemment, et ni sur le reste. Donc ça veut dire, quand je dis que je ne lui ai pas donné de réponse sur le principe, c'est-à-dire que je ne lui ai pas dit pour l'instant que les élus étaient disposés à trouver un autre site pour installer cette antenne. J'en discutais en commission il y a quelques jours avec notamment nos amis d'Aucœur-d'Ison, et je leur ai dit que sur ce sujet, je souhaiterais qu'il y ait un consensus entre nous avant qu'on réponde à Bouygues. Est-ce que oui ou non, on essaie de trouver un autre terrain, ou est-ce qu'on se contente de la voie contentieuse? À titre personnel, je pense que la voie contentieuse n'est pas forcément, a priori en tout cas, une bonne solution pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on court des risques, tout le monde court des risques. C'est une affaire qui risque de traîner encore quelques mois, pour ne pas dire quelques années, puisqu'après, il y a des appels qui sont possibles, voire une cassation devant le Conseil d'État. Donc c'est une affaire qui peut traîner. Si on pouvait trouver notre solution, pourquoi pas, mais je ne le ferai, j'insiste une fois encore, qu'après avoir recueilli l'avis de chacun d'entre vous. Et donc ça mérite un débat au fond, débat qu'on aura dans les semaines qui viennent tous ensemble. Information donc au sujet du contentieux Bouygues antenne relais. Y a-t-il des questions peut-être? C'est OK. Très bien, je vous remercie. Autre information, j'enchaîne. J'ai reçu il y a 2 jours un courrier de Orange Télécom, m'informant de ce qu'ils allaient transformer eux aussi
l'antenne d'Anglumo en 5G. Donc on a déjà eu Bouygues sur là-bas, sur Anglumo, on parle plus de la même antenne. Là. On est bien sur l'antenne d'Anglumo, qui est installée déjà. Bouygues nous avait déjà informé qu'ils transformaient leur antenne à 5G. Là, Orange également nous informait de cette intention pour une mise en application fin mars, début du chantier, me disent-ils, début mars, et entrée en service de la 5G le 26 mars, je le dis de mémoire. L'information date d'il y a 2 jours. Là aussi, ce que je vais faire, c'est je vais écrire à Orange, je vais leur dire tout simplement, je vais leur communiquer la motion qu'on a adoptée, je vais leur dire on calme le jeu s'il vous plaît. Voilà. Donc, mais évidemment, une fois que je leur ai dit ça, ils feront ce qu'ils voudront, puisque le droit parle pour eux. Mais je tenais à informer le conseil municipal de cette nouvelle. Dernière information, enfin, pas des moindres, un projet est né sous le mandat précédent, je peux le dire comme ça, projet qu'on a récupéré en partie, projet qu'on a plus ou moins amendé comme on a pu, mais enfin en tout cas projet qui était sur les rails bien avant qu'on arrive, qui était porté par ma prédécesseur et son équipe. C'est un projet de reconversion, si je puis dire, de la friche commerciale qui existe, pardon, de la friche urbaine, de la friche foncière qui existe entre Casino et Leader Price. Leader Price aujourd'hui qui va devenir Aldi demain. Et je salue l'arrivée d'Aldi à Ison. Mais là, on a une friche qui doit faire, je le dis de mémoire, 1 hectare à peu près, ou 1,2 hectare. Sur cette friche, 2 projets sont en cours. Un premier projet porté par le cabinet de kiné d'Ison, qui a vocation donc à installer un nouveau centre de kiné sur la partie qui donne sur l'avenue de Caverne. Projet ambitieux, projet singulier aussi, sur lequel vous serez très prochainement consulté, parce que là aussi, je souhaite qu'il y ait consensus entre vous et enfin au sein de ce conseil. Et puis un projet, là pour le coup, qui demandait l'avis du maire, un projet porté par un promoteur bien connu, Nexity, qui consiste à créer 71 logements, donc sur 2 immeubles collectifs, sur la partie restante entre Casino et Leader Price, avec en rez-de-chaussée environ 700 mètres carrés de surface commerciale, des petites cellules, j'insiste, des petites cellules, des petits commerces en rez-de-chaussée. Et en raison de la présence de ces commerces, il fallait que le dossier passe en commission départementale d'aménagement commercial. J'ai été donc entendu devant cette commission il y a 2 semaines à peu près, et pour défendre le projet de création de 700 mètres carrés de surface commerciale. Vous savez que ça requiert l'autorisation de la commission départementale. Il y a des projets qui ont capoté en raison d'un veto de la commission départementale, et donc j'ai défendu le projet comme j'ai pu, et la commission départementale a donné son accord pour que ce projet d'aménagement commercial voit le jour sur Ison. Et je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, 71 logements. Sur les 71 logements qui viendront donc là sur ce site, on a 61 logements locatifs sociaux et 10 logements en accession libre. C'est un projet dont le permis a été déposé il y a quelques mois, qui est en cours d'instruction. Le délai d'instruction est assez long, je crois que c'est 9 ou 12 mois, j'ai oublié. Donc le projet est en cours d'instruction. La demande de PC est à l'instruction, et il fera l'objet là aussi d'une information du Conseil en bonne et due forme. Avez-vous peut-être des questions, M. Malville, au sujet de ce projet, enfin M. Malville ou d'autres? Oui. Alors sur le projet des kinés, oui, nous étions informés. Sur les 71 logements, mais vous me l'apprenez. On n'a absolument aucune information là-dessus. Alors, c'est un projet qui est né sous le précédent mandat. Non, mais j'ai compris, je vois bien où vous voulez en venir, D'accord. mais je le précise quand même pour les isonnés qui nous regardent, c'est un projet qui est né sous le précédent mandat. Comprenez que je sois surpris que, né sous le précédent mandat, vous n'ayez pas été mis dans la boucle. Je me contenterai de dire que je suis surpris. Je vous crois volontiers. Je dis simplement ce qui est, c'est-à-dire que ce projet est né sous le précédent mandat. Il y avait déjà 71 logements qui étaient programmés, sauf erreur de ma part, dont une grande majorité en logements locatifs sociaux. C'est évidemment, compte tenu de la carence d'Ison, comprenez que c'est un projet qui est vu d'un très bon œil par les services de l'État, puisque c'est un projet qui, en quelque sorte, s'agissant des logements locatifs sociaux, montre la bonne volonté de la commune pour combler son retard qui est colossal. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver, mais enfin, en tout cas, c'est un bon signe qu'on donne à l'État.
C'est un projet qui vise à redynamiser quand même un secteur pour lequel il y a la place, pour de la dynamique commerciale notamment. Et ce mix habitat-commerce peut être plutôt vertueux. Ce mixte entre 71 logements et 700 mètres carrés de surface commerciale est plutôt vertueux. On n'est pas au cœur du centre-bourg historique, mais on n'en reste pas moins au cœur du centre-bourg. Pas historique, certes, mais c'est un secteur qui est appelé à être dynamisé. On a besoin à Ison de compléter notre offre commerciale. Les Isonnais sont demandeurs de commerce de proximité, donc je trouve que c'est pas mal pour redynamiser un petit peu ce commerce de proximité. Et puis c'est un projet qui... d'un point de vue qualitatif, on en discutera lorsque donc, vous prendrez connaissance pour la première fois de ce projet, mais je suis vraiment surpris, et pas vulgaire, et pas dégueulasse. Vous voyez, c'est un projet qualitativement plutôt intéressant. On a ensuite l'ambition, je le dis tout de suite, parce que ça va quand même beaucoup bétonner, reste en question, reste en suspens le sort d'une dernière parcelle, que pour l'instant, le vendeur, la filiale foncière de Casino, ne souhaite pas vendre, mais il pourrait être vendeur demain, dans leur intérêt, dans l'intérêt de Casino et dans l'intérêt de la commune. Pourrait se poser la question du devenir de cette petite parcelle. Et à titre personnel, je souhaiterais plutôt que si on devait faire quelque chose sur cette parcelle, qu'on en fasse un espace boisé pour amener un peu de végétation en plein milieu de ce béton. Parce que là, pour le coup, il y aura quand même pas mal de béton. Et donc, ça pourrait là aussi faire quelque chose de sympa. Donc, très sincèrement, voilà, pour répondre à votre observation, je suis surpris que vous n'ayez pas été mis dans la boucle. Je le ferai donc. Si ma prédécesseur ne l'a pas fait, je le ferai volontiers, dès demain si vous le souhaitez. Et je suis sincèrement très surpris. Voilà. D'autres remarques peut-être ? Moi, je ne le suis plus. Surpris. Non, pas là-dessus. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez fini sur les... J'ai une dernière information, enfin je crois que j'ai fini, je ne sais pas. J'ai une dernière information, me semble-t-il, à vous communiquer. Ah oui, non, tout simplement, vous avez tous, dans le paquet en carton qu'il y a sur vos tables, là, qu'il y a devant vous, vous avez une gourde en inox, offerte généreusement par la commune d'Ison, qui était offerte donc à tous les élus et à tous les agents de la collectivité. L'idée étant de... contribuer symboliquement avec la collaboration précieuse du SMICVAL que je salue, merci le SMICVAL, l'idée étant de manifester symboliquement notre attachement à une démarche zéro déchet, c'est un peu prétentieux, mais enfin en tout cas consistant à se rapprocher du zéro déchet. Donc je vous invite à utiliser au quotidien ces gourdes en inox, et j'en ai fini, donc monsieur Malville. C'était seulement pour vous remercier des gourdes en inox personnalisées. Écoutez, c'est parfait. On se quitte donc sur une bonne note. C'est OK pour tout le monde ? Très bien, je vous remercie. Très belle soirée à vous, faites attention à vous et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.